Depuis que l'offensive allemande du printemps de 1918 avait été stoppée et que le 14 juillet, l'armée franco-anglaise avait commencé à refouler l'ennemi, nous vivions dans une toute autre ambiance, et j'avais envisagé de demander à quitter le front pour prendre un poste dans une école de pilotage, car je commençais à me sentir fatigué, lorsque le commandant Lawrence me fit appeler pour me dire « On forme un nouveau groupe de bombardement de nuit, et vous allez être désigné pour prendre le commandement d'une des escadrilles de ce groupe. Il faut accepter. » Et quelques jours après, une note laconique me parvint. Le sous-lieutenant Gignoux est nommé commandant de l'escadrille 137. Il rejoindra son nouveau poste par la gare régulatrice de Connantre. J'avoue que j'étais un peu inquiet, et me demandais si je serais capable de prendre ce commandement. Mais mon ami de Langlade m'encourageant, me dit « Je regrette de te voir partir, mais je suis sûr que tu t'en tireras très bien. » J'arrivai donc à Villeneuve-les-Vertus, où devait se former la 137. L'avion F-50, celui-là même dont j'avais vu la maquette à Paris lors de la séance où j'avais été convoqué avec les autres pilotes du front, allait être livré aux escadrilles, en opération, et j'avais espéré que la 137 allait être dotée de ces nouveaux appareils. Mais en haut lieu, on avait jugé qu'il fallait confier ce matériel à de vieux pilotes. Or, tout le personnel navigant de la 137 était frais et moulu des écoles. Mon escadrille fut donc équipée avec les voisins de la 25, et ce sont les pilotes de cette escadrille qui allèrent chercher les nouveaux F-50. Il était dit que je terminerais la guerre sur voisin. Avant même d'être intégré dans ce nouveau groupe de bombardement, le GB-51, mon escadrille fut placée sous les ordres du capitaine Bouchet, commandant le groupe basé à Villeneuve-les-Vertus. Je connaissais bien le capitaine Bouchet, sous les ordres duquel j'avais commencé ma carrière de bombardier lorsqu'il commandait le groupe dont faisait partie l'escadrille VB-101 en février 1916. Le personnel navigant de l'escadrille 137, à part Bonon et moi-même, ainsi qu'un vieux pilote, Ravaud, comprenait uniquement des jeunes pilotes ou observateurs arrivant des écoles. Il s'agissait donc de les conseiller, les renseigner sur ce qu'ils allaient rencontrer comme défense aérienne de l'autre côté des lignes, de leur indiquer la façon dont ils auraient à faire leur route et de préparer leur bombardement. Tous ces jeunes eurent tout de suite une entière confiance en moi. Ils avaient à cœur de remplir la mission qui leur était confiée, et certains jours n'ont pas hésité à s'envoler par un temps bien médiocre. Il faut dire qu'il y avait alors une émulation entre les groupes de bombardement. Il s'agissait d'assurer le plus grand tonnage de bombes lancées, et cela même si l'on avait pu contrôler les résultats obtenus. Je me souviens d'une nuit de septembre 1918, où je demandais un ordre écrit au capitaine Bouchet, commandant notre groupe. Je ne fis partir que 5 équipages. J'avais décollé le premier, espérant que nous pourrions peut-être allumer un incendie qui aurait guidé les équipages suivants. Nous pûmes bombarder la gare d'Amagne-Lucuy, où brillaient encore quelques lumières à notre arrivée. Mais aucun équipage ne put remplir la mission. Et bien mieux, aucun, à part Bonon et moi-même, ne put regagner le terrain de Villeneuve-les-Vertus. La brume était très épaisse, et j'ai dû retrouver le terrain à la boussole, en m'aidant des feux à éclipse dont la position était connue. Heureusement, tout se termina sans casse, bien que certains équipages aient eu la conscience de ne pas larguer leurs bombes, grâce à un dispositif dont nos avions étaient munis, je veux dire les fusées Michelin. Ces fusées étaient constituées par un cylindre rempli d'une poudre de magnésium. Enflammé au moment où l'engin était lancé, un parachute se déployait, et pendant plusieurs minutes, le sol était suffisamment éclairé sur un rayon de plusieurs centaines de mètres pour permettre l'atterrissage. C'est ainsi que mes pilotes opérèrent cette nuit-là. Nos avions étaient également équipés d'un autre dispositif qui m'a du reste sauvé la vie au cours d'une des dernières expéditions, la nuit de novembre 1918. Ce dispositif portait le nom de fusée Holt. Il était constitué par de petits tubes remplis de poudre de magnésium placés sous l'aile inférieure et à son extrémité, que le pilote pouvait enflammer électriquement. La durée de combustion était d'environ 1 minute et le sol était très violemment éclairé, permettant une bonne manœuvre d'atterrissage. Cette nuit-là, j'avais dû faire demi-tour aux lignes en raison d'une brume épaisse et regagner le terrain de Maillery-sur-Marne avec 250 kilos de bombes. La nuit était mauvaise. J'étais malgré tout assez fatigué et les phares de la voiture photoélectrique éclairaient mal le terrain. J'allumai donc mes fusées Holt et à 30 ou 40 mètres de haut, je m'aperçus que j'abordais le sol en position très inclinée, presque en piqué. J'eus donc la possibilité de redresser l'avion en position horizontale à quelques mètres du sol. Ne me posez pas, car j'avais beaucoup trop de vitesse,
et après un tour de terrain me permettant de bien contrôler ma ligne de vol, de venir m'y poser normalement. Sans l'allumage de ces fusées, je ne me serais pas aperçu que j'abordais le sol en vol piqué. J'aurais redressé trop tard, et nous nous serions écrasés au sol. C'est ce jour-là que j'ai compris l'accident qui avait coûté la vie à notre camarade Mainviel, sur Caproni, au retour d'une mission. Mainviel était un excellent pilote, et l'on s'était demandé pourquoi il avait percuté le sol au moment d'atterrir. Il avait été certainement victime d'un des pièges de la nuit, et a vu trop tard qu'il abordait le sol sous un angle trop ouvert. À ce moment-là, l'avion s'affale sur sa trajectoire, car il faut un minimum de distance du sol pour que le redressement ait lieu, et c'est l'accident irrémédiable. Après quelques jours passés à Villeneuve-les-Vertus, notre escadrille rejoignit les 2 autres unités du groupe sur le terrain de Ville-Semeux, aux ordres du capitaine nommé commandant du GB-51. Je quittai donc l'escadrille BV-101, emmenant avec moi, c'était un privilège accordé à un pilote nommé en commandement d'une autre formation, mon fidèle Bonon, et mon non moins fidèle Malvilan, qui avait été mon mécanicien depuis 2 ans, et à qui j'ai toujours été reconnaissant de la conscience et du savoir avec lequel il a entretenu mes avions. C'était déjà du népotisme, car bien entendu je fis nommer Malvilan caporal, et quelques mois après, sergent mécanicien. La nomination de Malvilan n'avait pas pour autant augmenté son instruction militaire, et je dus intervenir pour terminer un différend que Malvilan avait réglé à la loyale. Une escadrille de bombardement comportait un personnel navigant, pilotes et observateurs, des mécaniciens, des chauffeurs et des manœuvres chargés de toutes les tâches courantes de la formation, préparation des bombes, entretien général, ravitaillement, etc. Une escadrille de bombardement comportait un personnel navigant, pilotes et observateurs, des mécaniciens, des chauffeurs et des manœuvres, chargés de toutes les tâches courantes de la formation, préparation des bombes, entretien général, ravitaillement, etc. Les méchantes langues traitaient ces derniers de rampants, terme injuste, car souvent nombre d'entre eux ne demandaient qu'à faire un vol de temps en temps. Or, la guerre durant, on avait autorisé certains gradés d'infanterie, ayant plusieurs années de front, à rendre leur galon pour être affectés comme divers à une escadrille d'avions. Il y avait en particulier dans nos escadrilles un de ces divers, ancien sergent d'infanterie. Dans toute unité, il y a des corvées, dont la moindre n'est pas la pluche, la corvée d'épluchage de patates, sous la surveillance d'un caporal. Ce jour-là, Ray, c'était le nom de ce sous-officier redevenu simple soldat, était de corvée de patates, surveillé par Malvilan, qui se bornait à regarder le travail. Malvilan, lui demandant de plucher comme les autres, s'attira la réponse. « Tu voudrais pas qu'un ancien sergent pèle les patates ?» Malvilan n'y alla pas par 4 chemins, et par des arguments frappants, obtint que Ray se pliât à la règle commune. Bien entendu, l'ancien sergent vint au bureau pour déposer une plainte contre Malvilan, qui n'avait évidemment pas le droit de frapper un inférieur. À quoi je répondis « D'accord, pour punir Malvilan. Mais vous connaissez votre code de justice militaire. C'est un refus d'obéissance devant l'ennemi. Nous sommes en guerre. Je vous mettrai mon maximum, 8 jours de prison. Mais ils feront certainement des petits. » Et finalement, tout s'arrangea, sans autre histoire. La discipline n'a jamais été bien sévère dans les escadrilles d'aviation de la Première Guerre. En général, le chef d'escadrille ne demande qu'une chose, c'est que le personnel, mécanicien ou manœuvre, fasse le maximum pour obtenir le plus grand nombre d'avions disponibles pour les missions. Sous l'impulsion de notre chef, le capitaine Laurence, a toujours régné à l'escadrille 101 un esprit d'émulation, le souci pour la plupart d'entre nous de ne jamais manquer une expédition de nuit dès que le temps le permettait. En retour, le capitaine obtenait pour son personnel navigant de nombreuses citations à l'ordre. Nous avons été un certain temps 7 sous-officiers décorés de la médaille militaire. Les prises d'armes où ces décorations étaient remises ont été très nombreuses. Partridge raillait un peu cette façon de nous encourager. Il traitait nos médailles de colifichets de la vanité. Mais il faut reconnaître que les hommes ont toujours été sensibles à ces témoignages, d'autant plus que ces cérémonies avaient toujours lieu sur les terrains d'où nous partions en expédition, avec en toile de fond nos avions, rangés impeccablement en ligne par nos mécanos, dans une ambiance qui n'avait aucune comparaison avec celle d'une revue en temps de paix. J'ai pour ma part reçu la Légion d'honneur le 11 septembre 1918, premier anniversaire de la mort du capitaine Guinmer, anniversaire qui depuis a toujours donné lieu à une cérémonie sur toutes les bases d'aviation française. Le capitaine Laurence,
qui avait été remplacé à la tête de notre escadrille par mon ami le lieutenant de Langlade, et qui commandait alors l'escadrille 14, avait tenu à venir me remettre cette croix, en même temps qu'il décorait de la médaille militaire un autre pilote, l'adjudant Paris. Les règlements de la Légion d'honneur interdisent à celui qui en est décoré d'en porter l'insigne avant d'avoir été reçu dans l'ordre, au cours de la cérémonie où son parrain prononce les paroles rituelles. Mais pendant la guerre, on passait outre, et chacun portait sa décoration du jour où il apprenait qu'elle lui avait été décernée. Il en a été ainsi pour moi, et c'est encore une histoire invraisemblable. J'étais parti en permission lorsque, tout juste après mon départ, parvint à l'escadrille le courrier de l'armée annonçant ma promotion comme chevalier de la Légion d'honneur. Notre escadrille était alors basée à quelques kilomètres au nord de Paris, et j'avais l'intention de m'arrêter quelques heures dans la capitale. Mon ami de Langlade, l'apprenant, dit à mon brave observateur Bonon et à un jeune observateur nouvellement arrivé à l'escadrille, le sous-lieutenant Parchaud, « Je veux que Gignot arrive chez lui avec sa Légion d'honneur sur la poitrine. Débrouillez-vous !» Bonon savait simplement quel était l'hôtel où j'avais coutume de descendre avant de repartir pour Lyon. Je ne me souviens plus comment Parchaud et Bonon ont réussi. Toujours est-il qu'ils me retrouvèrent sortant du Café de la Paix, à midi, place de l'Opéra, et qu'ils me décorèrent alors que se formait un attroupement de sympathisants. Vraiment étonné. Souvenir qui ne s'oublie pas.